Delphes, Grèce antique, vers 580 avant Jésus-Christ. Un bijoutier ciseleur nommé Mnézarque, venu de l'île de Samos, interroge sur ses voyages à venir la Pythie, prêtresse d'Apollon qui livrait ses prophéties. L'oracle lui annonce que sa femme Parthénis est enceinte et que l'enfant à venir sera très célèbre pour sa sagesse. Quelques mois plus tard, naissait un beau bébé que le couple décide d'appeler Pythagore, Pythagoras en grec, qui signifie prédit par la Pythie. Et en effet, celle-ci ne s'était pas trompée puisque plus de 2500 ans après, il n'est pas un collégien, un lycéen ou un étudiant dans le monde qui ne connaissent le nom de Pythagore grâce à son théorème. Cette histoire commence plus de 1200 ans avant la naissance de Pythagore de Samos. En Mésopotamie, entre l'Euphrate et le Tigre, les deux fleuves qui traversent la région, vers 3300 avant Jésus-Christ, l'écriture est inventée, probablement pour la première fois. Les Sumériens créent l'écriture cunéiforme à l'aide de calame, une sorte de baguette en roseau, qui poinçonne des tablettes en argile. Toutes les civilisations qui leur succéderont sur ce territoire et même au-delà utiliseront cette écriture, quelle que soit la langue utilisée. Ils inventent une numération additive de base 60. Les Akkadiens succèdent aux Sumériens vers 2340 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que leur succèdent vers 2180 avant Jésus-Christ les Néo-Sumériens, suivis par la civilisation paléo-babylonienne en 2004 avant Jésus-Christ, qui invente pour la première fois dans l'histoire une numération de position, mais de base 60. C'est durant cette période paléo-babylonienne que l'on trouve pour la première fois la trace de ce qui deviendra plus tard le théorème de Pythagore. Rappelons l'énoncé de ce théorème. Il dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La réciproque de ce théorème nous dit que si le carré du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Par ailleurs, si un triangle rectangle a trois côtés qui sont des nombres entiers, ces nombres entiers seront appelés triplés pythagoriciens. Comme par exemple le triplet 3, 4, 5, puisque 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, ou 5, 12, 13, puisque 5 au carré plus 12 au carré égale 13 au carré. Le plus vieux document archéologique connu sur ce sujet est une tablette en argile découverte en Irak, à Sippar, à proximité de la ville actuelle de Bagdad, et est nommée Tablette SI 427. Elle date d'environ 1900 à 1800 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un cadastre, c'est-à-dire d'un plan d'un terrain destiné à le délimiter, car son propriétaire l'a vendu en partie après l'avoir partagé en deux grandes parcelles. Des mini-parcelles ont la forme de rectangle, de trapèze rectangle et de triangle rectangle, et y est indiqué toutes les dimensions, côtés et aires des surfaces. Ces formes permettent de calculer très simplement leur aire. On y trouve des triplés de longueur proportionnels aux triplés pythagoriciens qui, visiblement, ont servi à tracer des angles droits parfaits pour délimiter ces petites parcelles. Sachant que les paléo-babyloniens ne disposaient que de poteaux, de cordes et de toises graduées, on pourrait s'attendre à une forte imprécision dans le tracé des angles droits. Mais la connaissance de triplés pythagoriciens a permis un tracé absolument parfait. On y reconnaît l'utilisation du triplet 5, 12, 13 et du triplet 8, 15, 17. Le texte au verso nous donne des détails juridiques de la vente d'une partie de son champ par le propriétaire dont le nom est Sin Bel Apli et décrit l'intégralité du terrain dont le schéma est au recto. Le deuxième document archéologique sur ce sujet est la tablette Plimpton 332, dont le nom est celui de l'éditeur George Arthur Plimpton, qui l'a achetée et donnée à l'université Columbia à New York. Elle date d'environ 1800 avant Jésus-Christ et a été trouvée sur le site archéologique de Tel Senkera, en Irak, où se trouvait la ville antique Larsa. Sa particularité est qu'elle comporte une liste de triplés pythagoriciens. Elle est présentée sous la forme d'un tableau à 4 colonnes et 15 lignes de nombres après une ligne de légende. De droite à gauche, la première indique un numéro d'ordre, premier, deuxième, etc. La deuxième indique la diagonale d'un rectangle, ce qui correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. La troisième indique la largeur du rectangle, ou le côté le plus court de l'angle droit du triangle rectangle. Et la dernière est le quotient du carré de la diagonale par le carré de la longueur du rectangle, ou du côté le plus long de l'angle droit du triangle rectangle. L'ordre des rangées est l'ordre décroissant du quotient des carrés de l'hypoténuse et du côté le plus long de l'angle droit du triangle rectangle, soit l'inverse du carré du cosinus de l'angle formé par ces deux côtés,
ou encore l'inverse du carré du sinus des deux côtés donnés dans cette table, ce qui amène à penser que cette tablette est une table de trigonométrie, sans que la notion d'angle autre que droit ne soit donnée. À proprement parler, Plimpton 332 ne comporte que deux membres d'un triplet pythagoricien, le plus grand nombre et le plus petit. Il ne fait pourtant aucun doute que les paléo-babyloniens connaissaient le nombre moyen du triplet, puisqu'ils s'en servaient pour le calcul des nombres de la colonne de gauche. Prenons la ligne 1. L'hypoténuse vaut 2 fois 60 plus 49, c'est-à-dire 169, et le côté court de l'angle droit vaut 1 fois 60 plus 59, c'est-à-dire 119. En utilisant ce que l'on appelle de nos jours le théorème de Pythagore, on trouve que le côté le plus long de l'angle droit mesure la racine carrée de 169 au carré moins 119 au carré, qui vaut précisément 120, qui est bien un nombre entier. Le nombre de la première colonne est 1 plus 59 soixantième plus 0 sur 60 au carré, plus 15 sur 60 au cube, c'est-à-dire environ 1,9834028, et 169 au carré divisé par 120 au carré donne la même valeur. La tablette BM 85196, datée d'entre -2000 et -1600, est un recueil de 18 problèmes de type scolaire avec leurs solutions, ce qui nous donne un aperçu des techniques de calcul utilisées. Le problème 9 nous parle d'un roseau de longueur 30, ce qu'il faut comprendre comme étant 30 soixantièmes de Nindan, sachant qu'un Nindan vaut environ 6 mètres. Il est évidemment difficile d'imaginer un roseau de longueur 30 x 6 mètres, soit 180 mètres. Il est plus facile d'imaginer un roseau de longueur 30 soixantièmes x 6 mètres, soit 3 mètres. Ce roseau posé verticalement sur un mur glisse et descend de 6, sous-entendu 6 soixantièmes de Nindan. On demande de quelle longueur il s'est écarté à sa base. Il est à noter que la tablette ne fournit aucun schéma d'illustration. Le texte dit ensuite « Toi, prends le carré de 30, tu trouveras 15. » En effet, 30 soixantièmes au carré égale 900 sur 3600, ce qui nous donne 15 soixantièmes en simplifiant par 60. Ensuite, le texte nous dit « Soustrais 6 de 30, tu trouveras 24. Prends le carré de 24, tu trouveras 9,36. » Ce qui signifie 24 soixantièmes au carré est égal à 576 sur 60 au carré, est égal à 9 soixantièmes plus 36 sur 60 au carré, avec la notation babylonienne positionnelle de base 60. Ensuite, il est écrit « Soustrais 9.36 de 15, tu trouveras 5.24. » Et effectivement, 15 soixantièmes moins 9 soixantièmes moins 36 sur 60 au carré est égal à 5 soixantièmes plus 24 sur 60 au carré. Le texte termine par « De quoi 5.24 est-il le carré ?» C'est le carré de 18. Telle est la façon d'opérer. Le réseau s'est écarté de 18. Effectivement, 18 soixantièmes au carré est égal à 324 sur 60 au carré, est égal à 5 soixantièmes plus 24 sur 60 au carré. La numération de base 60 ne nous est pas familière et rend le calcul un peu compliqué à suivre. Mais la procédure nous est bien connue. Le texte nous dit simplement de calculer la racine carrée de 30 au carré moins 24 au carré. La seule différence avec un raisonnement moderne serait que l'on exigerait de nos élèves qu'ils écrivent que l'on a un triangle rectangle et que c'est grâce à cela que l'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Sinon le calcul est le même, si on accepte la numération utilisée, que celui des Babyloniens, qui visiblement savaient appliquer ce théorème. A noter que le triplet des côtés de ce triangle rectangle, à savoir 18, 24, 30, est encore un triplet pythagoricien proportionnel au triplet de base 3, 4, 5. Mais une autre tablette nous montre que les paléo-babyloniens l'appliquaient aussi en dehors des triplets pythagoriciens. Il s'agit de la tablette YBC 7289, datée d'entre -1900 et -1600. Sur le recto, on voit un carré et ses deux diagonales. Sur l'un des côtés du carré, on voit le nombre 30. Au-dessus de l'une des diagonales, on voit le nombre 1.24.51.10 en notation babylonienne. Et en dessous, on voit le nombre 42.25.35. Cette tablette semble être un exercice d'un élève ou d'un apprenti scribe dont le but était de trouver une valeur de la diagonale d'un carré de côté 30. De nos jours, un élève dirait que la moitié du carré forme un triangle rectangle, et isocèle aussi, donc on peut y appliquer le théorème de Pythagore, et cette diagonale a pour longueur la racine carrée de 30 au carré plus 30 au carré, soit la racine carrée de 1800, ce qui nous donne comme résultat approché 42,4264067 à la calculatrice. Or, 42.25.35 signifie 42 plus 25 soixantièmes plus 35 sur 60 au carré, dont une valeur décimale approchée est 42,426388889, précise à un 10 millième près.
A noter que la calculatrice nous affiche d'abord la valeur exacte de racine de 1800, qui est 30 racine de 2. D'où cela vient-il? En fait, le théorème de Pythagore nous permet facilement de trouver que la diagonale d'un carré de côté 1 mesure racine carrée de 2. Un carré de côté 30 a logiquement une diagonale 30 fois plus grande. Or, racine de 2 vaut environ 1,41421356,2 et le nombre 1.24.51.10 écrit en notation babylonienne signifie 1 plus 24 soixantième plus 51 sur 60 au carré plus 10 sur 60 au cube, dont une valeur décimale approchée est 1,41421293. Autrement dit, les paléo-babyloniens connaissaient une valeur approchée de racine carrée de 2 avec une précision de 6 chiffres après la virgule si on écrit dans notre système décimal. C'est la première fois dans l'histoire que l'on trouve une valeur très approchée du nombre racine carrée de 2, et l'élève a simplement multiplié cette valeur par 30 pour obtenir une valeur approchée de la diagonale du carré de côté 30. C'est aussi la première fois qu'on détermine une valeur manquante dans un triangle rectangle sans utiliser le triplet pythagoricien. Sur le verso de cette tablette circulaire, on voit un tracé d'un rectangle et d'une diagonale, mais les nombres ont été effacés. Il est fort probable qu'il s'agissait d'un autre exercice où il fallait utiliser l'égalité de Pythagore pour déterminer une dimension manquante. La tablette IM 67118, trouvée à Bagdad même, sur la colline de Tel al-Tibai, date de -1770, à quelques années près. On y trouve l'énoncé d'un problème et des instructions pour trouver sa solution. On connaît l'aire d'un rectangle et sa diagonale, on cherche sa longueur et sa largeur. L'algorithme utilisé montre que non seulement les Babyloniens maîtrisaient la règle de Pythagore, mais aussi les identités remarquables et la résolution d'équations du second degré. Tous ces exemples montrent que si les Babyloniens n'ont jamais écrit l'énoncé général du théorème de Pythagore pour l'appliquer qu'avec des cas particuliers, ils en maîtrisaient toutes les subtilités calculatoires et savaient l'appliquer dans toutes les situations. Bien entendu, ils n'ont jamais démontré cette règle, qu'on ne peut donc pas appeler encore un théorème. Qu'en était-il en Égypte à cette même époque? Le papyrus Rind, l'un des papyrus mathématiques parmi les mieux conservés, écrit par un scribe nommé Hamès vers -1600, est un recueil de problèmes numériques ou géométriques donnés avec leurs solutions, qui servaient visiblement à l'apprentissage des techniques de calcul dans les écoles de scribes. Hamès précise en introduction que ce papyrus est formé de calculs précis, l'entrée de la connaissance de toutes les choses existantes, et de tous les secrets obscurs. On y trouve les problèmes utilisant ce qu'on appelle de nos jours le théorème de Thalès, des calculs de volume et de solide, mais pas la moindre trace du théorème de Pythagore. Aucune trace non plus dans les autres papyrus mathématiques égyptiens. Cependant, les Égyptiens connaissaient le triangle de côtés 3, 4 et 5, et ils avaient remarqué qu'il était rectangle. Des ouvriers spécialisés dans l'arpentage appelés tendeurs de cordes utiliser une corde à 13 nœuds pour tracer au sol un angle droit pour des constructions de toute petite dimension car 13 nœuds délimitaient 12 espaces et 3 plus 4 plus 5 égale 12. Ils n'ont jamais utilisé cette méthode pour tracer des angles droits à la verticale et elle n'a pas servi à construire les pyramides. Pour autant, si les Égyptiens connaissaient le triplet pythagoricien 3, 4, 5, il semblait qu'ils n'en connaissaient pas d'autres et n'ont jamais fait le lien avec le carré de ces trois nombres. L'étape suivante se déroule en Inde. Vers -800, on trouve dans un recueil de pratiques religieuses appelé les Védas, des annexes d'instructions de tracés géométriques servant à construire des autels rituels, des lits et des foyers sacrificiels en briques. Ces annexes s'appellent les Sulba Sutras, ce qui signifie le livre des cordeaux. L'un des 9 Sulba Sutras est le Sutra de Baudhayana. On y trouve l'énoncé de la règle numérotée 1.12. Dirgha chatur shrashya akshanya rajuh parshvamani tiryag mani cha yat prathag bhute kurutast bhyam karoti. Ce qui signifie, si on traduit presque mot à mot, une corde tendue sur la longueur de la diagonale d'un rectangle produit un carré dont l'aire est celle que forment ensemble les carrés construits sur les côtés verticales et horizontales du rectangle. Autrement dit, le carré de la diagonale d'un rectangle est égal à la somme des carrés de sa largeur et de sa longueur. C'est l'énoncé exact du théorème de Pythagore, à la petite différence près que la figure considérée ici est un rectangle et non un triangle rectangle. C'est la plus ancienne trace historique de cet énoncé général, sans application uniquement à des cas particuliers. Bien sûr, il n'y a aucune preuve, aucune démonstration rédigée.
La règle numérotée 1,13 dit « Ceci est observé dans les rectangles ayant pour côté 3 et 4, 12 et 5, 15 et 8, 24 et 7, 35 et 12, ou 36 et 15. » Les Indiens avaient donc eux aussi une liste de triplés pythagoriciens 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 12, 35, 37, 15, 36, 39. Dans le même sutra, on trouve aussi la règle 1.9. La diagonale d'un carré produit le double de l'aire d'un carré. Autrement dit, le carré d'une diagonale d'un carré vaut 2 fois le carré d'un côté de ce carré, c'est-à-dire que cette diagonale est égale au côté multiplié par la racine carrée de 2. On trouve plus loin la règle 2.12 qui dit « La mesure du côté doit être augmentée de son tiers et celle-ci de son propre quart, à laquelle on soustrait la 34e partie de ce quart. C'est la valeur de la diagonale du carré dont le côté est la mesure. » Autrement dit, une valeur approchée de la racine carrée de 2 est 1 plus 1 tiers plus 1 sur 3 fois 4 moins 1 sur 3 fois 4 fois 34, ce qui fait environ 1,41421566. La précision est remarquable, au 10 millionième près. Par ailleurs, dans un autre Sulba Sutra, celui de Katyayana, il est indiqué que ce n'est pas la valeur exacte. Plus de 200 ans avant la naissance de Pythagore, les Indiens connaissaient bien l'énoncé du théorème qui porte désormais son nom, et savaient l'appliquer dans des cas généraux. Il en était de même en Chine à la même époque, sous la dynastie des Zhou, mais les traces écrites de cet énoncé ne seront réalisées que 600 ans plus tard et ont pu être modifiées, nous en reparlerons par la suite. Car il est temps de nous pencher sur le monde grec antique. Cette civilisation s'est développée en Méditerranée orientale, autour de la mer Égée, formée de cités-états de petits royaumes indépendants les uns des autres, souvent en rivalité, parfois alliés, reliés par une langue commune, formée toutefois de différents dialectes, et par une culture commune. Elle établit des colonies autour de presque toute la Méditerranée et de la mer Noire. Les savants grecs, sous l'influence de la philosophie naissante, inventent la logique et donc la démonstration, ce besoin de rédiger des preuves incontestables des résultats mathématiques. Le premier philosophe géomètre à formuler des démonstrations est Thalès, qui a vécu à Milet, actuellement en Turquie, entre -620 et -545. Mais c'est aussi une civilisation où les rituels religieux sont liés à la vie dans les cités, où la mythologie prétend expliquer le monde. C'est dans ce contexte que naît Pythagore dans l'île de Samos, non loin de Milet, vers -580. On ne sait pas grand-chose de sa vie avec certitude. On sait que son nom est lié à une prophétie sur sa naissance, puisqu'elle a été annoncée par la Pythie à Delphes, qui a prédit que Pythagore serait célèbre pour sa sagesse. Mais cela n'a rien d'extraordinaire si on y réfléchit bien. Il n'est pas difficile pour un oracle, comme pour n'importe qui, de prédire à un jeune couple marié qu'il va bientôt avoir un enfant, et de souhaiter que cet enfant ait une vie riche et épanouie. D'ailleurs, le Pythagore que l'on connaît pour son théorème n'est pas le seul à s'appeler ainsi. 2 sculpteurs nommés Pythagore de Région et un autre Pythagore de Samos, oui, de Samos lui aussi, ont été un peu célèbres de leur temps, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il existait probablement beaucoup de Grecs se nommant Pythagore, car annoncés par la Pythie eux aussi, dont on a complètement oublié l'existence au fil des siècles car ils n'ont jamais été célèbres. On ne retient que Pythagore le philosophe mathématicien, et parfois les sculpteurs Pythagore de Région et Pythagore de Samos, et on est tenté de se dire que la Pythie devait être douée de pouvoirs surnaturels en prévoyant leur célébrité. Mais ce n'est qu'un biais de sélection, car on retient le succès de cette prévision sur le peu de Pythagore que l'on connaît, alors qu'on oublie l'existence de très nombreux échecs sur les nombreux Pythagore qu'on ne connaît pas. Vers 17 ans, Pythagore participe aux Jeux Olympiques et gagne les épreuves de pugilat, sport ancêtre de la boxe. Par ailleurs, il a été l'élève du philosophe, géomètre, astronome, physicien, géographe Anaximandre à Milet, qui a lui-même été l'élève de Thalès. Dès l'âge de 18 ans, Pythagore effectue de nombreux voyages dans les différentes îles grecques, en Grèce continentale, en Crète et en Phénicie, l'actuel Liban, pour recevoir un enseignement de littérature, de religion, de philosophie et de mathématiques. Puis il se rend en Égypte, où il reste de très nombreuses années à être initié à la langue égyptienne, au culte religieux à mystère et à la géométrie égyptienne. Mais en -525, le roi perse Cambyse II de l'empire achéménide conquiert l'Égypte, kidnappe Pythagore et l'emmène à Babylone, où il vit dans un régime de semi-liberté et en profite pour s'initier auprès des mages et auprès des mathématiciens locaux.
C'est peut-être là qu'il prend connaissance de l'énoncé de son fameux théorème et qu'il passe son temps libre à tenter d'en trouver une démonstration. Il passe quelques années à Babylone, certains prétendent même qu'il est allé voyager jusqu'en Inde, avant de revenir sur son île natale, à Samos, une fois Cambyse II mort. À Samos, il tente d'ouvrir une école en plein air dans un amphithéâtre, mais sans succès. Chassé par le tyran Polycrate de Samos, dont il critiquait le régime politique, il s'exile et s'établit dans la colonie grecque Crotone, au sud de la péninsule italienne, ville où l'on vénérait Apollon. Rappelons que Pythagore a un nom qui signifie « annoncé par la Pythie », et que la Pythie est la prêtresse d'Apollon. Il y fonde avec succès une école que l'on peut qualifier sans exagérer de secte, où il enseigne ses principes moraux, sa philosophie, ses opinions politiques, des interdictions alimentaires et comportementales, sa fascination pour les nombres entiers et les fractions, et tous les résultats mathématiques qu'il a pu acquérir et démontrer durant ses nombreuses années de voyage, dont son fameux théorème. Toutefois, il est fort probable que sa démonstration ait été découverte par un disciple de Pythagore et non Pythagore lui-même. Toute personne qui entrait dans la secte devait donner tous ses biens et y renoncer. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Il ne serait pas étonnant qu'une démonstration mathématique découverte par un pythagoricien soit offerte au gourou de cette secte et que celui-ci prétende en être l'auteur. On ne connaît pas la nature de cette preuve car aucun écrit n'est resté et la secte préconisait le silence. Mais d'où vient la fascination de Pythagore pour les nombres entiers et leurs quotients qu'on appelle des fractions ? De ses nombreuses initiations mystiques lors de ses voyages dans des cultures différentes et de ses connaissances mathématiques, il a élaboré une théorie sur la symbolique de certains nombres entiers. Pour lui, le nombre 1, la monade, est la base de tout. N'importe quel nombre entier s'obtient en additionnant 1 un certain nombre de fois. Symbole de la raison, de ce qui est défini, associé au côté droit. Le nombre 2, la dyade, est le symbole de ce qui est indéfini, associé au côté gauche et représentant le féminin. Le nombre 3, la triade, est l'union de la monade et de la dyade, puisque 1 plus 2 égale 3. C'est le symbole de l'harmonie, 3 représente un symbole masculin. Le nombre 4 représente la nature, l'être humain et la justice. Le nombre 5 est le symbole du mariage, union du masculin et du féminin, puisque 2 plus 3 égale 5. Mais c'est aussi un nombre sacré, car symbole du triangle divin, étant donné que 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Pythagore a aussi classé les nombres selon des considérations géométriques et parfois arithmétiques. Ainsi, les nombres 1, 3, 6, 10, 15, etc. sont appelés les nombres triangulaires, dont Pythagore donne une signification magique. Par exemple, 6 est un nombre parfait, car il est la somme de tous ses diviseurs autres que lui-même. En effet, 6 égale 1 plus 2 plus 3. Et c'est aussi le symbole de la procréation, car c'est le produit du masculin et du féminin. 2 fois 3 égale 6. Le nombre 10, la décade, est représenté par la tétractys, et la somme des 4 premiers entiers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, qui représentaient chacun les 4 éléments classiques, l'air, le feu, l'eau, la terre. Mais aussi la somme des 3 premiers nombres triangulaires. 1 plus 3 plus 6 égale 10. Ils représentent l'univers et les dieux. De même, les nombres 1, 4, 9, 16, 25, etc. sont appelés des nombres carrés, indispensables pour utiliser le théorème de Pythagore. Il avait défini aussi les nombres pentagonaux, 1, 5, 12, 22, 35, etc. et les nombres hexagonaux, 1, 6, 15, 28, 45, etc. Pythagore mélangeait donc des propriétés mathématiques et des croyances mystiques pour les nombres entiers. Mais ce n'est pas tout. Un jour, Pythagore se promenait en ville et entendit des coups de marteau des forgerons qui travaillaient et remarqua ce jour-là qu'ils sonnaient harmonieusement entre eux. Intrigué, il alla voir de plus près. Après avoir demandé aux forgerons différentes manipulations, il en conclut que le poids du marteau déterminait la hauteur du son, grave ou aigu. De retour chez lui, il essaya de trouver les lois de l'harmonie musicale à l'aide des cordes tendues. Il se rendit compte qu'appuyer sur une corde tendue sur la moitié de sa longueur donnait un son identique à celui de la corde à vide mais plus aigu, ce qu'on appelle de nos jours une octave. Par exemple, si on utilise le nom moderne des notes, qui n'existait pas à l'époque, entre un Do et un Do une octave plus haut, les longueurs de la corde sont dans un rapport 1/2. Pour un intervalle qu'on appelle une quinte de nos jours, comme entre Do et Sol, intervalle particulièrement harmonieux, le rapport des longueurs de corde est 2/3. Pour un intervalle d'une quarte, comme entre Do et Fa,
très harmonieux, le rapport est 3/4. Pythagore remarque d'ailleurs que prendre la quarte d'une quinte donne l'octave, puisque 3/4 fois 2/3 égale 1/2. En suivant un cycle des quintes, il finit par trouver tous les rapports de longueur des cordes pour toutes les notes de la gamme, et à chaque fois c'est une fraction. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un phénomène naturel, ici le son et ses harmonies, est expliqué par les mathématiques. Il finit par se construire une théorie qui résume par la phrase « Tout est nombre » ou encore « Les nombres gouvernent le monde », sachant qu'il ne parle que de nombres entiers ou de quotients de nombres entiers lorsqu'il parle de nombres. Pour Pythagore, tout ce qui existe, l'univers tout entier, qu'il est le premier à appeler cosmos, du grec cosmos, mot grec qui signifie ordre par opposition au chaos, le désordre, est régi par les nombres entiers et leurs quotients. C'est ce qu'il enseigne dans son école, dans sa secte plus exactement. À Crotone, il est très proche du pouvoir politique de la ville. Il estime d'ailleurs que le pouvoir devrait toujours revenir à des gens instruits, sélectionnés sur leur savoir, leur sagesse et leur puissance, caractère qu'ils sont censés transmettre à leurs enfants qui, seuls, peuvent hériter du pouvoir. Il s'oppose à la démocratie athénienne car il estime que conformément à sa vision du cosmos régie par les fractions d'entier et d'harmonie, le pouvoir de décision des personnes doit être proportionnel à leur valeur, et non pas égal entre tous les hommes libres de sexe masculin comme en démocratie athénienne, synonyme de chaos selon lui. D'ailleurs, Pythagore accueille aussi des femmes dans son école. Elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes, proportionnellement à leur mérite ou à leur valeur. C'est extrêmement rare dans le monde grec antique, où la femme n'a aucun droit. Son épouse Théano et sa fille Mia, ainsi que d'autres mathématiciennes, enseignent aussi dans son école. La secte est organisée en une hiérarchie de 4 degrés. Premier degré, les postulants. Les personnes, hommes, femmes, citoyens ou étrangers qui veulent entrer dans l'école se portent candidats, sont examinés par Pythagore ou ses disciples les plus proches. On note leur moralité, leur relation avec leurs parents, leur comportement, leurs désirs, leur fréquentation, mais aussi leur visage qui doit être harmonieux, ainsi que leurs gestes. Ils sont admis ou refusés sans possibilité de postuler une seconde fois. Deuxième degré, les néophytes. Ils restent sous ce statut durant 3 longues années, pendant lesquelles le maître les teste sur leur persévérance et leur désir d'apprendre, sans rien leur apprendre du tout. Troisième degré, les acousmaticiens, acousmatikoi en grec, ceux qui écoutent, font vœu de silence pendant 5 ans. Pythagore leur donne un enseignement philosophique, mais toujours caché derrière un rideau qu'ils n'ont pas le droit de soulever. Il leur enseigne aussi des résultats mathématiques, mais sans leur donner de démonstration. Quatrième degré, le plus haut, les mathématiciens, mathematikoi en grec, ce qui signifie ceux qui savent. Ils ont le droit de voir Pythagore derrière son rideau, qui leur enseigne des démonstrations et les encourage à en faire. Ils ont le droit de poser des questions. L'un des résultats les plus connus est la propriété qui dit que la somme des angles d'un triangle a la mesure d'un angle plat. Le maître leur enseigne des savoirs d'arithmétique, de géométrie, d'astronomie, de musique, de sciences naturelles comme la biologie ou la physique, d'histoire, de géographie, mais aussi leur donne la signification symbolique des phrases qu'ils avaient dû apprendre par cœur quand ils étaient acousmaticiens. Par exemple, « Ne mange pas le cœur » n'est pas simplement un interdit alimentaire. Cela signifie aussi « Ne te ronge pas le cœur », dans le sens où lorsqu'on a une contrariété, il ne faut pas se tourmenter et s'en inquiéter plus que de raison, au risque de s'enfoncer dans une dépression. Quiconque faisant partie de la secte devait respecter des principes stricts. Chacun devait se débarrasser de ses biens, devait les mettre en commun et devait vivre modestement. Il y avait des interdits alimentaires à respecter, ses membres devaient être végétariens, ils ne devaient pas non plus manger des œufs ni des fèves, symbole de la vie. Pythagore enseignait la transmigration des âmes, ou métempsychose, autrement dit la réincarnation, ce qui expliquait le végétarisme, car manger un animal était considéré comme une sorte de cannibalisme. Par ailleurs, il était strictement interdit aux membres de l'école de révéler les enseignements du grand maître à l'extérieur. Pythagore serait le premier à avoir enseigné que la Terre était sphérique, seule forme parfaite dans un cosmos qui obéit aux lois de l'harmonie. Il serait le premier à avoir utilisé le mot philosophe, philosophos en grec, qui signifie ami de la sagesse, plutôt que le mot grec sophos, qui signifie sage. Et le premier à avoir utilisé le mot mathématicien, on parlait plutôt simplement de géomètre avant lui. Des écoles pythagoriciennes sont créées dans quelques cités d'Italie du Sud. Du fait de la sélection à l'entrée, il y a eu beaucoup de personnes refusées qui en ont été très frustrées. Par ailleurs, la secte méprisait les régimes démocratiques, ce qui a entraîné là aussi de nombreux mécontentements. Une révolte de la population a éclaté à Crotone. Pythagore et ses disciples ont dû fuir dans la cité de Métaponte pour rester en vie.
Au sein même de la secte, une rivalité entre les acousmaticiens et les mathématiciens a peu à peu vu le jour. Les acousmaticiens étant de plus en plus orientés vers les paroles de Pythagore interprétées de façon religieuse, alors que les mathématiciens étaient de plus en plus portés sur des faits scientifiques et leurs démonstrations, et particulièrement vers les mathématiques, dans le sens moderne du terme. C'est alors que Hippase de Métaponte, pythagoricien mathématicien, a fait une découverte qui a bouleversé la secte. Il vénérait Pythagore qu'il n'appelait jamais par son nom mais qu'il nommait le grand homme. Comme le grand maître disait que tout est nombre, dans le sens de nombre entier ou de fraction, il s'est lancé dans la quête d'une fraction qui était le quotient de la diagonale d'un carré par un côté, ce qu'on appelle de nos jours la racine carrée de 2. Résultat que l'on obtient en appliquant justement le théorème de Pythagore. Non seulement il n'a pas trouvé de fraction égale à la racine de 2, mais, pire, il a prouvé qu'une telle fraction n'existe pas. Voici son raisonnement. Supposons qu'une telle fraction existe et simplifions-la au maximum, autrement dit rendant-la irréductible. Pour visualiser la situation, on peut même considérer le carré ayant pour diagonale le numérateur et pour côté le dénominateur de cette fraction irréductible. C'est important qu'elle soit irréductible. En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle et isocèle qui est la moitié du carré, on trouve que le carré de la diagonale vaut le double du carré du côté. Autrement dit, le carré du numérateur de cette fraction vaut le double du carré du dénominateur. On en déduit que le carré du numérateur est un nombre pair puisque c'est le double d'un autre nombre. Or, seul un nombre pair peut avoir un carré pair. Donc, le numérateur est un nombre pair. Mais s'il est pair, il est le double d'un autre nombre entier, ce qui entraîne que son carré est le quadruple du carré de ce nouveau nombre. On obtient donc que le quadruple du carré de ce nouveau nombre vaut le double du carré du dénominateur. En divisant par 2, on obtient que le double du carré du nouveau nombre est égal au carré du dénominateur, ou si l'on change l'ordre de la phrase, le carré du dénominateur vaut le double du carré du nouveau nombre. On en déduit que le carré du dénominateur est un nombre pair. Donc le dénominateur est un nombre pair lui aussi. Et là, il y a un problème. On a trouvé que le numérateur et le dénominateur étaient tous les deux des nombres pairs, alors que notre fraction est censée être irréductible. Si le numérateur et le dénominateur sont pairs tous les deux, on peut simplifier la fraction par 2, elle n'est pas irréductible. Il faut se rendre à l'évidence, une telle fraction n'existe pas. Tout n'est pas nombre entier ou quotient de nombre entier comme le disait Pythagore. Scandale chez les acousmaticiens. Pourtant, il n'y a aucune erreur dans la démonstration. Ils sont bien obligés de l'admettre. Le scandale est aggravé lorsqu'ils apprennent que Hippase commence à parler de ce résultat non seulement dans toute la secte, mais aussi en dehors, ne respectant pas son vœu de silence sur les savoirs de la communauté. Cela en est trop pour eux. Ils embarquent Hippase en mer et le noient au large. Quiconque ose discuter la parole de Pythagore doit être puni. Pour expier leur crime, ils sacrifient 100 bœufs, ce qui s'appelle une hécatombe en grec, hécaton qui signifie 100, qu'on retrouve dans le préfixe hecto comme dans hectomètre, hectogramme, hectolitre, etc. et bous qui signifie bœuf. Que signifie ce sacrifice de la part d'une secte de végétariens alors que ces pauvres animaux n'y sont pour rien? Cela montre que les pythagoriciens se soumettaient au rituel officiel de la religion grecque et abandonnent le fanatisme religieux envers les paroles de Pythagore prises trop au pied de la lettre. Ces nombres, car il faut bien les appeler ainsi puisque la diagonale d'un carré existe, qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction, dépassent la raison pour les pythagoriciens. Les mathématiciens les appelleront désormais des nombres irrationnels. Vers moins 495, Pythagore meurt à l'âge de 85 ans. C'est un bel âge pour une mort naturelle à cette époque-là. Cela n'empêche pas que certains prétendent que Pythagore est mort de façon violente. Selon cette légende, il y aurait eu une nouvelle émeute démocratique obligeant Pythagore et ses disciples à fuir. Mais dans sa fuite, il s'est retrouvé coincé entre ses poursuivants et un champ de fèves. Il aurait refusé de traverser ce champ et en serait mort. C'est peu vraisemblable, car s'il est vrai qu'il refusait de consommer des fèves, rien ne l'interdisait d'en toucher. D'un autre côté, les pythagoriciens acousmaticiens ont prétendu que Pythagore était mort et ressuscité, qu'il était le fils du dieu Apollon, que de son vivant il était capable de marcher dans le ciel, qu'il était capable de se souvenir de ses vies antérieures, et que dans l'une de ses vies, il avait combattu lors de la guerre de Troie, qu'il était capable d'avoir des conversations avec les animaux sauvages comme des ours et des aigles, qu'il était capable de commander la grêle et le vent, et qu'il était capable d'entendre la musique des sphères célestes. Bref, c'était un prophète faiseur de miracles. Les acousmaticiens sont petit à petit devenus une communauté itinérante de vagabonds, refusant de se laver, végétariens stricts,
faisant vœu de silence et marchant pieds nus habillés d'un simple manteau. Ils abandonnent petit à petit toute référence à la science pour propager la parole de Pythagore, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent, et ses soi-disant miracles. Cette communauté, qu'on qualifie plutôt de pythagoristes, s'est éteinte en un siècle. Les pythagoriciens mathématiciens, eux, ont fondé des écoles de philosophie et de sciences dans différentes villes du monde grec, ont abandonné toute doctrine sectaire au point de mettre par écrit et de partager leurs résultats et démonstrations mathématiques. C'est notamment le cas d'Hippocrate de Chios, qui a été très actif vers -450, à ne pas confondre avec le célèbre médecin Hippocrate de Cos, qui a vécu presque à la même époque. Hippocrate de Chios, le mathématicien, a enseigné à Athènes et est le premier auteur à avoir appelé son ouvrage « Les éléments », hélas perdu de nos jours, où plus d'un siècle avant Euclide, il donne des définitions de géométrie et des postulats permettant d'avoir le début d'une base rigoureuse de démonstration et ainsi prouver des théorèmes. Le plus célèbre de ceux-ci est le théorème des deux lunules, qui affirme que la somme des aires de deux lunules construites sur les deux côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle délimité par 3 demi-cercles ayant pour diamètre chacun des côtés du triangle est égale à l'aire de ce triangle. Voyons la preuve. Précisons que le cercle ayant pour diamètre l'hypoténuse du triangle rectangle passe par le sommet de l'angle. C'est un résultat bien connu dû au fait que les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu et ont la même longueur. L'aire d'un disque est le produit du nombre pi par le carré du rayon, ce qui nous donne aussi pi sur 4 multiplié par le carré du diamètre. À l'époque d'Hippocrate, on ne connaissait pas la notation pi, mais on avait déjà prouvé que l'aire d'un disque est proportionnelle au carré de son rayon ou de son diamètre. Dans le triangle ABC rectanglant A, construisons les demi-disques sur chacun de ses côtés. Pour mieux visualiser la chose, orientons le demi-disque de diamètre l'hypoténuse vers le bas pour l'instant. Leurs aires sont D1 égale pi sur 8 fois AB au carré, D2 égale pi sur 8 fois AC au carré, et D3 égale pi sur 8 fois BC au carré. Or, le triangle ABC étant rectanglant A, le théorème de Pythagore nous dit que AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. En multipliant par pi sur 8, on obtient que D1 plus D2 égale D3. Réorientons le disque d'air D3 vers le haut pour créer les lunules. Appelons alors L1 et L2 les aires des lunules, M1 et M2 les aires des parties manquantes des demi-disques pour créer des lunules, et appelons T l'aire du triangle rectangle. Bien évidemment, L1 plus M1 égale D1, L2 plus M2 égale D2, et M1 plus M2 plus T égale D3. On en déduit que L1 plus M1 plus L2 plus M2 égale M1 plus M2 plus T. En soustrayant M1 et M2, on obtient bien L1 plus L2 égale T. Vers -300, à Alexandrie, en Égypte, qui avait été conquise 32 ans plus tôt par Alexandre le Grand, le mathématicien Euclide écrit son célèbre ouvrage « Les éléments », composé de 13 livres, une œuvre de géométrie d'arithmétique organisant de façon logique et rigoureuse les définitions, les axiomes, les postulats, les propriétés et théorèmes ainsi que leurs démonstrations. Cet ouvrage, très complet et très précis, a éclipsé tous les ouvrages des mathématiques qui l'ont précédé et a fait entrer les mathématiques dans une ère moderne. La proposition 47 du livre 1 est l'énoncé du théorème de Pythagore. Il est suivi de sa preuve, extrêmement rigoureuse, qui est la plus ancienne démonstration écrite qui a été conservée de ce théorème. N'entrons pas dans les détails car Euclide démontre tout sans oublier le moindre détail, mais cette preuve est basée sur des propositions précédentes, de la 38 à la 41, qui démontrent que les triangles de même base et de même hauteur ont la même aire qui est la moitié du parallélogramme correspondant. Sur la figure, Euclide considère le triangle qui est la moitié du petit carré, le déforme en faisant glisser l'un de ses sommets le long du côté moyen du triangle rectangle ABC, il garde la même aire puisque de même base et de même hauteur, ensuite il le fait tourner d'un angle droit puis fait glisser le sommet de ce petit triangle le long de la perpendiculaire ABC passant par A, la droite AL, jusqu'au segment BC. Il prouve ainsi que la moitié du petit carré a la même aire que la moitié du rectangle qui est la partie du grand carré à gauche de la droite AL. Évidemment, le petit carré a la même aire que le rectangle cité. Il procède de même à droite avec la moitié du carré moyen. Il prouve donc bien que la somme des aires des carrés petits et moyens vaut l'aire du grand carré construit sur l'hypoténuse. À la proposition 48 qui conclut le livre 1, Euclide énonce et démontre la réciproque du théorème de Pythagore. Sa proposition 31 du livre 6 généralise le théorème de Pythagore avec n'importe quelle figure fermée ayant pour côté l'un des côtés d'un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, la figure construite sur l'hypoténuse a pour aire la somme des aires des figures semblables et semblablement construites sur les côtés de l'angle droit. Il existera de nombreuses autres démonstrations du théorème de Pythagore que celles rédigées par Euclide.
C'est ce que nous allons voir en voyageant jusqu'en Chine. Au début de la dynastie Han, vers -200, est paru un livre de mathématiques et d'astronomie intitulé 周必算经 que l'on traduit généralement par classique mathématique du gnomon des Zhou. Le gnomon est la tige ou le bâton qui sert à projeter de l'ombre sur un cadran solaire. La dynastie des Zhou, qu'on écrit Zhou en français, est l'une des dynasties qui a précédé les Han, de -1046 à -256. Le Zhoubi regroupe des techniques et des propriétés qui auraient été découvertes par Shang Gao, l'astronome personnel du duc Zhou, frère du fondateur de la dynastie, livre enrichi au cours du temps de différentes justifications. L'une des propriétés est celle du Gou-Gu, ce qui signifie base altitude ou la base Gu, et l'altitude Gou, sont les deux côtés de l'angle droit du triangle rectangle posé sur sa base, l'hypoténuse étant appelée Xian. Dans le premier livre du chapitre, nous trouvons un dialogue imaginaire entre Shang Gao et le duc Zhou, où Gao dit 故者取以为距广3，古修4，近于5。 ce qui signifie pour la moitié du rectangle, si Gou vaut 3 et Gu vaut 4, alors Xian vaut 5. On reconnaît bien le triplet pythagoricien 3, 4, 5. Il est illustré par une figure carrelée de 2 carrés, l'un de côté 5 inscrit dans l'autre de côté 7, 3 plus 4. Les parties des 2 carrés non superposés formant 4 triangles rectangles de côté de l'angle droit, 3 et 4. Dans le chapitre 2, dans un dialogue entre 2 personnages appelés Rongfang et Chen Zi, ce dernier dit à propos d'un problème de mesure de la position du soleil 若求斜至日者，以日下为距，日高为谷，距谷各自成，并而开方除之，得斜至日。 Ce qui signifie, supposons qu'on veuille la distance au soleil. La distance à la projection du soleil sur le sol est Gou, la distance du soleil au sol est Gu, mettez-les respectivement au carré, additionnez-les, prenez la racine carrée. On obtient alors la distance au soleil. C'est l'énoncé quasi exact du théorème de Pythagore, mais appliqué à une distance entre un observateur et une Terre supposée plate, et le soleil considéré comme petit. Dans un commentaire du mathématicien Zhao Junqing sur le livre, le théorème lui-même est illustré par une preuve sans mots, qui est un puzzle, la seule consigne écrite étant « Regarde ». Et finalement, ce n'est pas très rigoureux, il est pourtant assez simple de compléter la démonstration pour qu'elle devienne aussi valable que celle d'Euclide, en justifiant que la figure ayant 4 côtés égaux à C est bien un carré et non un simple losange. Quelques dizaines d'années plus tard, est paru le livre intitulé « Les 9 chapitres sur l'art mathématique », en chinois 9章算术 Son 9e chapitre, nommé Gou, Gu, base et altitude, est entièrement consacré au théorème de Pythagore. Il commence par son énoncé et la démarche d'une preuve qui est là aussi un puzzle. La base multipliée par elle-même fait un carré rouge, l'altitude multipliée par elle-même est un carré bleu-vert, et l'on fait en sorte que ce qui rentre, ce qui sort, compense l'un l'autre, alors on engendre par réunion l'aire du carré de l'hypoténuse. C'est évidemment beaucoup moins rigoureux que la démonstration d'Euclide. Mais la démarche est originale, sans lien avec celle d'Euclide. Puis ce chapitre comporte un certain nombre de problèmes avec leurs solutions, qui toutes nécessitent l'utilisation du théorème de Pythagore. C'est le cas par exemple du problème de la ville carrée, ou encore celle du bambou brisé. Le mathématicien Liu Hui, né vers 225 de notre ère et mort vers 295, a vécu dans l'état du Cao Wei pendant la période dite des 3 royaumes. En 263, il publie un livre de commentaires sur les 9 chapitres de l'art mathématique, dans lequel il donne une nouvelle preuve du théorème de Pythagore, basée sur un puzzle encore plus complexe. L'étape suivante de notre histoire se déroule durant l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. Rappelons brièvement qu'aux conquêtes du vivant de Mahomet succède le califat des Rachidoun qui s'étend de l'Afghanistan à la Libye actuelle entre 632 et 661, puis le califat omeyyade de 661 à 750 qui s'étend des portes de l'Inde à l'est et de l'Asie centrale vers le nord-est à l'Espagne et le Maghreb à l'ouest avec pour capitale Damas. Les Abbassides succèdent aux Omeyyades dans une très grande partie de l'Empire islamique, sauf à l'ouest de l'Égypte. Les Abbassides déplacent leur capitale en fondant une nouvelle ville toute ronde en Mésopotamie, appelée Bagdad. Ils créent la Bayt al-Hikma, maison de la sagesse,
où les savants de tous horizons, de tous domaines et de toutes origines et religions traduisent en arabe les savoirs grecs essentiellement, mais aussi indiens, perses, babyloniens, et même en partie le savoir chinois, dont ils apprennent la fabrication du papier. Ils récupèrent partout où ils le peuvent des manuscrits et des livres de mathématiques qu'ils s'empressent de traduire et d'assimiler. Ils font très vite connaissance avec le théorème de Pythagore et avec la méthode de démonstration d'Euclide. Le mathématicien et astronome persan Al-Nayrizi, أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي né en 865 à Nairiz en Perse, Iran actuel, et mort en 922, a étudié et commenté les éléments d'Euclide. Il est l'inventeur d'un pavage qui donne une nouvelle preuve du théorème de Pythagore, pavage qui sera utilisé dans des mosaïques. Le mathématicien et philosophe persan Nasir al-Din al-Tusi, né en 1201 à Tous en Perse et mort en 1274 à Bagdad, a commenté et réécrit les éléments d'Euclide, et y fournit de nouvelles preuves du théorème de Pythagore, très rigoureuses. L'une de celles-ci utilise des parallélogrammes de même ère, là où Euclide utilisait des triangles de même ère. En 1258, la ville de Bagdad est assiégée puis ravagée par les Mongols, qui détruisent la Bayt al-Hikma et ses ouvrages, mettant fin à l'âge d'or de l'islam. Pourtant, un siècle et demi plus tard, en Asie centrale, sous la dynastie turco-mongole des Timourides, la ville de Samarcande, actuellement en Ouzbékistan, devient une ville où les sciences islamiques sont florissantes. Le mathématicien et astronome Al-Kashi, né en 1380 à Kashan en Perse et mort en 1429, est invité à travailler à Samarcande. Il est l'auteur d'un livre appelé Miftah al-Hisab, clé de l'arithmétique, dans lequel le résultat qui nous intéresse ne concerne pas l'arithmétique mais la géométrie, résultat que l'on connaît sous le nom de théorème d'Al-Kashi, ou loi des cosinus, ou encore théorème de Pythagore généralisé. En effet, dans ce théorème trouvé et prouvé par Al-Kashi à l'aide de la trigonométrie, il généralise en quelque sorte le théorème de Pythagore à n'importe quel triangle et non plus simplement au triangle rectangle. Dans un triangle quelconque ABC, AB au carré égale AC au carré plus BC au carré, moins 2 fois AC fois BC fois cosinus de l'angle C. Le théorème de Pythagore n'en est plus qu'un cas particulier, où l'angle C mesure 90 degrés. Cette loi des cosinus est fondamentale pour appliquer le procédé de triangulation, sans lequel personne ne pourrait utiliser de nos jours un téléphone mobile ou regarder la télévision par satellite. Pour en revenir au théorème de Pythagore strict, il existe plus de 300 démonstrations, qui ont été rédigées et qui continuent de l'être par des mathématiciens professionnels ou amateurs tout au long de l'histoire. On peut citer la démonstration du mathématicien indien Bhaskara II, Bhaskaracharya né en 1114 et mort en 1185, qui est basé en partie sur le puzzle chinois qui illustrait le Zhoubi Suan Jing, dans le cas particulier du triangle 3, 4 et 5. Mais il l'a fait pour n'importe quel triangle rectangle et cette démonstration est très rigoureuse. Une autre démonstration remarquable du théorème est celle du génie de la Renaissance, peintre, ingénieur, sculpteur, Leonardo da Vinci, né en 1452 et mort en 1529. Démonstration particulièrement ingénieuse où il part de la figure de base du triangle rectangle sur les côtés duquel il construit des carrés, mais à laquelle il ajoute 2 triangles rectangles égaux à celui d'origine, ce qui permet de comparer des aires de trapèze. Terminons pour le plaisir par la démonstration de l'américain James Abraham Garfield, né en 1831 et mort en 1881, démonstration qu'il publia en 1876. Elle est simple à comprendre, très ingénieuse, basée sur l'aire du trapèze formé de 2 triangles rectangles et de la moitié du carré de côté l'hypoténuse. 4 ans après avoir publié cette preuve du théorème de Pythagore, James Garfield est devenu président des États-Unis d'Amérique. Comme quoi à cette époque, on y élisait des présidents intelligents, ô époque si lointaine. Mais Garfield est mort à peine 1 an après son élection, assassiné par un homme ayant vécu dans une secte polygame, persuadé d'avoir les compétences pour devenir ambassadeur, consul ou même remplacer le président, et qui s'était persuadé que Dieu lui avait ordonné d'éliminer Garfield. Des gens persuadés d'être compétents sur un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, des meurtres inspirés par une pratique religieuse trop intense, époque pas si lointaine finalement. Bref, pour en revenir à Pythagore de Samos, vous connaissez tous le théorème qui lui est attribué, mais rares sont ceux qui savent qu'il a de très nombreuses applications dans des domaines très différents. Si l'intérêt de ce théorème ou de sa réciproque est évident en ce qui concerne la maçonnerie, l'architecture ou l'arpentage, par ses calculs de distance et ses vérifications d'angle droit, qui se doute qu'on le retrouve en sciences physiques complexes, puisqu'il est une des bases du traitement du signal,
que ces signaux soient lumineux, sonores, électromagnétiques, électroniques, dont on se sert quotidiennement à notre époque du tout numérique. Ou même dans la théorie de la relativité d'Einstein, ou en astronomie. Qui se doute qu'on l'y retrouve dans des notions statistiques simples et très complexes, variance, écart-type, etc. Qui se doute qu'il est l'une des bases de compression de données qui permettent de stocker des photos au format JPEG ou des musiques au format MP3. Et que seraient nos feuilles de format A4 ou A3 que nous photocopions, réduisons et agrandissant, sans la racine carrée de 2 ? En dehors du théorème, malgré ses erreurs et ses préjugés sectaires, Pythagore de Samos a eu une influence considérable sur les sciences, souvent de façon indirecte, sur la philosophie occidentale et sur la musique, dont il a découvert les premières lois de l'harmonie. Pour lui rendre hommage, on a même donné son nom à un cratère sur la Lune, de diamètre 142 km, et des petits cratères satellites. Alors respectez ne serait-ce que l'orthographe de Pythagore, annoncé par la Pythie, qui ne s'écrit pas Pythagore, qui signifierait annoncé par les plantes. Désormais vous savez tout ou presque sur Pythagore, le théorème et la secte.